Bonsoir à tous. Je me présente, Hélène Saint-Pierre. Je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec. Alors, il me fait plaisir d'animer ce soir la consultation en lien avec l'encadrement de l'hébergement touristique commercial. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, à l'extrême gauche, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère du district Cap-au-Diamant. Elle est également membre du comité exécutif, responsable notamment des dossiers d'urbanisme. Alors, nous avons également Monsieur Simon Guillemette messieurs Simon Guillemette et Emmanuel Bell, qui sont tous deux conseillers en urbanisme à la gestion territoriale. Alors, bonsoir. Et nous avons en ligne, je n'ai pas d'écran devant moi, mais j'ai ma collègue Marie Lagier qui est chef d'équipe consultation publique. Marie va m'accompagner ce soir pour la gestion des questions en ligne. Bonsoir. Bonsoir Marie, je te salue et je souligne également la présence de Michael Morin qui est des TI, l'équipe TI. Il a le rôle de régisseur ici ce soir. Vous savez, quand on organise des consultations comme ça, on essaie de bien réfléchir à savoir, on a besoin d'une grande salle, on a besoin peut-être de planifier un petit peu plus de gens, hein, puis on veut que tout le monde soit confortable. Alors, j'ai la chance d'avoir Michael avec moi parce que, bon, comme vous avez vu, on est en ligne et pour que les personnes en ligne nous entendent, lorsque je vais ouvrir la période de questions et de commentaires pour les citoyens ou encore pour les administrateurs, vous allez devoir parler malheureusement dans le micro. Alors voilà, donc écoutez, sans plus tarder, je cède la parole à Madame Coulombe-Leduc pour le mot d'introduction. Oui, merci Hélène. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour cette séance de consultation en lien avec des modifications de zonage dans le contexte de notre révision sur l'hébergement touristique commercial. Donc, peut-être pour placer un peu le contexte, je sais que les équipes vont y revenir, mais c'est quand même un chantier qui a été entamé en 2018-2019 à la Ville de Québec. Hein, c'est à ce moment-là qu'on avait introduit la distinction entre l'hébergement touristique commercial, donc un bâtiment dans lequel on n'habite pas et qui est destiné à être loué à des fins d'hébergement touristique 100% du temps. On peut penser à un hôtel, entre autres, hein, ou des fois un bâtiment qui est converti en un hébergement touristique de style Airbnb, mais 100% du temps, 365 jours par année. Il y a un zonage hein, qui est prévu pour ça à la Ville de Québec. Et l'hébergement touristique collaboratif, donc l'hébergement touristique collaboratif, c'est l'hébergement touristique qu'on fait dans notre résidence principale, celle qu'on habite et où se concentrent nos activités familiales, qu'on ne peut pas faire plus de 90 jours par année. Et je vous dirais que la très grande proportion de l'illégalité qui se fait actuellement sur le territoire de Québec est sur cet aspect-là. Donc, des gens qui prétendent habiter une résidence principale, ce qui n'est pas le cas, et qui font de l'hébergement touristique pour plus de 90 jours par année. Pardon. Ce ne sera pas le sujet de notre discussion ce soir. Donc, ce soir, on se concentre sur l'hébergement touristique commercial. Donc, où souhaitons-nous que se concentre donc l'hébergement touristique commercial, donc permanent, 365 jours par année? Où voulons-nous qu'il se fasse à l'échelle de la ville? Ou, à contrario, on ne souhaite pas qu'il se fasse et qu'on souhaite préserver la fonction résidentielle? C'est la question qu'on va se poser à l'échelle de la ville. On commence par l'arrondissement de la Cité-Limoilou.
On a fait au début du mois la même consultation dans le quartier du Vieux-Québec. On fait Montcalm aujourd'hui, on va faire Saint-Jean-Baptiste la semaine prochaine et ainsi de suite. Ça va nous mener jusqu'au début 2025. Donc, Emmanuel et Simon vont vous présenter le plan de match à l'échelle de la ville pour que vous ayez une idée et ensuite vous poser les questions pour ce qu'on souhaite pour le quartier Montcalm. Je terminerai en vous disant que cette réflexion-là, donc oui, elle s'inscrit dans une optique où on veut, la ville de Québec est une ville qui attire sur le plan touristique. Il y a une demande pour davantage d'hébergement touristique commercial, donc où on veut que ce développement-là se fasse de manière contrôlée en respect du zonage. Et c'est aussi dans un contexte où on le sait qu'il y a une importante pénurie de logements à la ville de Québec. Il y a certains arrondissements où on est en deçà de 1 % de taux d'inoccupation. Et donc, de venir protéger, dans certains cas, dans certains quartiers, la fonction résidentielle, et Emmanuel et Simon vont vous en parler, de venir protéger l'usage résidentiel. C'est aussi dans ce contexte-là pour s'assurer du maintien d'un certain parc locatif. Donc, je m'arrête ici. On a une bonne présentation à vous faire et puis je suis ici pour vous écouter et au besoin compléter des questions, des réponses à vos questions. Merci. Alors, merci, Madame Coulombe-Leduc. Rapidement, le déroulement de la rencontre, une présentation d'environ une vingtaine de minutes de la gestion territoriale. Je dis une vingtaine de minutes, mais ça peut varier, hein? On peut aller peut-être jusqu'à 30 minutes, là. Alors merci Emmanuel. Et puis par la suite, je vais procéder à l'ouverture de la période de questions pour les citoyens et citoyennes. On a des gens avec nous en ligne. Donc, Marie pourra activer l'outil Q et R. Et pour les gens en ligne, si jamais vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cet outil, vous pouvez tout simplement lever la main et de cette façon-là, notre régisseur pourra activer votre micro. Par la suite, je vais céder la parole aux administrateurs du conseil de quartier. Eux aussi vont avoir la période de questions et de commentaires. Pour la suite, on va conclure la consultation, la demande d'opinion avec leurs recommandations face au projet de règlement qui sont présentés ce soir. Alors, sans plus tarder, Emmanuel et Simon, je vous cède la parole. Merci Hélène, bonsoir à tous. Donc, lors de la dernière consultation, on a fait 40 minutes, mais là, on va essayer de rentrer dans 30 minutes. On a bien pris note. Donc, comme ça vous a été mentionné, on vous présente la révision de l'encadrement pour l'hébergement touristique pour l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Puis, voilà comment va se dérouler à peu près la présentation. Donc, on va revenir sur l'objectif de l'activité parce qu'on est dans le cadre d'une consultation publique sur des règlements d'urbanisme ce soir. Une mise en contexte pour l'hébergement touristique, l'objectif général, puis les orientations qui ont guidé la révision réglementaire qui est proposée. La stratégie globale, ça veut dire on va vous montrer à l'échelle de l'ensemble de la ville où seraient les modifications pour l'hébergement touristique, où c'est qu'on en ajouterait davantage, les outils réglementaires qui seraient utilisés, puis on arriverait au point 6 où c'est la modification détaillée par quartier. Donc, comme on l'a fait le 8 octobre, puis comme on le fera le 28 au Conseil des quartiers de Saint-Jean-Baptiste, on va vous présenter le détail des quartiers Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, puis Montcalm, avec les modifications qui sont prévues. Puis on finira avec les prochaines étapes du processus. Donc, l'objectif de l'activité ce soir, c'est une consultation publique sur de la réglementation d'urbanisme. Il y a plusieurs règlements qui font l'objet de la consultation. Donc, on va vous faire une présentation de ces éléments. Par la suite, on pourra répondre à des questions, commentaires. Puis ensuite, on demandera l'opinion du conseil de quartier sur les modifications proposées. Ici, à l'écran, vous avez un petit schéma pour vous resituer dans un processus de modification du règlement d'urbanisme. Donc, je ne vais pas vous faire tout ça dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les règlements qu'on vous présente ce soir ont déjà fait l'objet d'une adoption par le conseil de ville ou le conseil d'arrondissement, dépendamment de leurs compétences. Ce soir, on est ici dans le petit carré bleu pour la consultation publique et l'avis du conseil de quartier. Par la suite, il y a une consultation écrite qui se poursuit, donc on continue de recevoir des questions, des commentaires par écrit.
Donc, selon notre politique, c'est 7 jours minimum, mais en fait, dans les faits, dans ce processus particulier, ça va s'étendre jusqu'au 4 novembre prochain, la constatation écrite. Donc, par la suite, c'est les étapes d'adoption s'il n'y a pas de modification. De période référendaire, ça, c'est si des gens voulaient faire une demande de référendum pour contester certains règlements, ce serait le moment de le faire. Puis après, c'est l'entrée en vigueur des règlements, puis les modifications sont effectuées au niveau du zonage. Donc, là, vous avez les 4 règlements qui font, les 5 en fait règlements qui font l'objet de la consultation ce soir. Donc, je ne vais pas tous vous les citer là, mais il faut comprendre qu'il y a certains règlements qui sont compétences conseil de ville, compétences conseil d'arrondissement. Il y a un règlement, le premier, qui est en concordance avec le PPU. Donc, dans le fond, nous, on vous présente le tout, puis on a fait comme une synthèse de ces règlements par quartier pour faciliter un petit peu la compréhension de ce qu'on fera. Donc, vous allez voir l'avant, l'après, ça va être beaucoup plus compréhensible par la suite. Donc, la mise en contexte pour l'hébergement touristique, Madame Comble-Duc l'a évoqué tantôt, c'est en 2019 qu'il y a eu une grande modification au niveau des règlements d'urbanisme pour encadrer la pratique de l'hébergement touristique. Et on a aujourd'hui dans le règlement 2 catégories. L'hébergement touristique collaboratif, donc ça c'est un propriétaire d'un logement qui peut offrir certains jours par année son logement à des touristes, un maximum de 90 jours. Puis on a l'hébergement touristique commercial. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est ça l'exercice qu'on fait pour l'ensemble de la ville. C'est pour l'hébergement touristique commercial. Cette année, en 2024, il y a 2 actions fortes qui ont été faites. Au printemps dernier, il y a un nouvel outil qui a été mis en place, un certificat d'autorisation pour l'hébergement touristique collaboratif. Donc, depuis le printemps dernier, un propriétaire ou un locataire qui voudrait faire de l'hébergement touristique collaboratif dans son logement doit faire une demande de permis à la ville. Puis la ville s'assure dans ce nouveau processus qu'on parle bien de la résidence principale du propriétaire ou du locataire en question. Puis le deuxième élément, c'est ce qu'on vous présente ce soir, c'est la révision de l'hébergement touristique, le volet commercial. Donc là, on vous a remis un petit tableau pour comparer un petit peu les deux. Donc le collaboratif à gauche, puis le commercial à droite. Donc collaboratif, c'est vraiment un usage associé au logement. Donc c'est-à-dire qu'on a un logement, puis le propriétaire ou le locataire, dont c'est la résidence principale, peut offrir l'hébergement touristique un maximum de 90 jours par année. Pour le volet commercial, là, c'est vraiment un usage commercial au sens du zonage. Donc, c'est quelqu'un qui fait ça à plein temps. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait le zonage C10 qui soit indiqué à la grille. Ici, vous avez la définition de l'usage C10 dans le règlement d'urbanisme. Donc, de quoi on parle quand on parle du C10? Donc, c'est des établissements d'hébergement touristique général, donc qui offrent publiquement et contre rémunération de la location d'unités d'hébergement à des touristes pour une durée de 31 jours ou moins. Ces établissements peuvent offrir des services de réception et d'entretien ménager quotidien, ainsi que tout autre service hôtelier. Donc, on retrouve des hôtels, des motels ou tout établissement qui vend finalement une unité d'hébergement à des touristes. Dernier point de la mise en contexte, c'est le PPU, donc le programme particulier d'urbanisme. En fait, ce qui explique aussi qu'on ait plusieurs règlements concernés là, par la modification, c'est que on est dans un secteur, on vient modifier un secteur de PPU. Donc, le PPU, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de planification pour orienter le développement de certains secteurs stratégiques de la ville en présentant notamment une vision. Le PPU, il est raccroché dans le PDAD qu'on appelle, qui est le plan d'urbanisme de la ville. Et le zonage doit se conformer tout le temps au plan d'urbanisme, au PDAD et donc au PPU. Donc, dès qu'il y a des modifications dans un PPU, le zonage doit se modifier par concordance. Puis c'est un des règlements ce soir vient faire la concordance avec les modifications au PPU. Puis à gauche, vous voyez le PPU de la colline parlementaire, donc, qui a été adopté en 2010. Donc, vous voyez la tache bleue ici que je vous pointe à l'écran. Puis vous voyez que dans le fond, elle déborde un petit peu dans le quartier Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec. Donc, on vient faire des modifications dans ces 3 quartiers et notamment sur le territoire du PPU. On arrive à l'objectif et aux orientations qui guident les modifications en fait sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc, l'objectif principal, déjà, il s'inscrit dans un contexte particulier de la crise de logement. Donc, Madame Comble-Duc l'a rappelé au début, on est dans un contexte particulier de crise du logement qui milite pour une protection accrue des logements. C'est d'ailleurs un des objectifs de la vision de l'habitation. Et la vision accélérée de l'habitation a notamment une action qui est de faire une révision de l'hébergement touristique commercial. Donc, ça rejoint la démarche qu'on fait aussi ce soir. Donc, vous comprenez que la protection du logement, c'est comme le critère numéro 1 dans l'exercice qu'on propose.
Puis l'objectif à atteindre, c'est orienter le développement de l'offre d'hébergement touristique en veillant à assurer l'équilibre du marché et l'attrait de la destination touristique dans une approche visant une adéquation avec la protection du parc de logement. Pour arriver à cet objectif, on a plusieurs orientations. Donc, la première, vous avez compris, favoriser la conservation des logements existants, maintenir l'attrait de la destination en préservant son caractère mixte et habité, donc notamment pour le secteur du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le Vieux-Québec, favoriser le développement des secteurs où il y a déjà une concentration existante, comme le secteur de Le Bourgneuf, l'aéroport ou la Tête des Ponts à Sainte-Foy, privilégier les secteurs avec une bonne desserte en transport en commun. Dans les secteurs dans les rues plus commerciales, favoriser l'implantation des unités au-dessus des rez-de-chaussée lorsqu'on a mixité commerciale, résidentielle et ou lorsque C10 est autorisé puis qu'on veut le maintenir. Lorsqu'on veut privilégier des vitrines finalement sur rue, on autorise le C10 au niveau des étages. Offrir plus de flexibilité dans le nombre d'unités d'hébergement dans les établissements et permettre les agrandissements des établissements existants, notamment dans des secteurs où on viendrait les restreindre. Donc, tout ça nous amène à une stratégie globale. Donc, comment ça se traduit sur l'ensemble du territoire. Et donc, je te passe le micro. C'est comme ceci. Bonjour tout le monde. Bon, ce qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes, là, ça va être un peu les opérations à très haut niveau sur ce qu'on fait sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Vous pouvez défiler environ 6 cartes, il y a 6 arrondissements. Sur ces cartes-là, vous allez voir des pastilles. On a des pastilles vertes, que c'est des zones où on ajoute le C10. On a les pastilles bleues, c'est les zones où le C10 est actuellement existant et que l'on va maintenir. Les pastilles jaunes, dorées, orangées, c'est des secteurs qu'on va rationaliser, principalement si on va réduire le C10 de ces zones-là, on va le retirer pour être capable de concentrer le C10 sur les zones qu'on va maintenir. Puis on a les pastilles grises, c'est des visions d'aménagement. C'est que dans la ville, il y a des travaux sur certains secteurs qui ont une plus grande amplitude, puisqu'on est en révision complète du zonage. Nous, dans le cadre de notre travail ici qu'on vous présente ce soir, on n'est pas allé jouer dans ces territoires-là. On commence avec la cité Limoilou. Si on va du nord au sud, on voit tout de suite, on a la vision de la Canardière, Première Avenue. C'est des zones qu'on ne touche pas. Mais principalement, on vient toucher Expo-Cité. C'est existant, c'est maintenu parce que ça a été changé là, il y a quelques années. Dans le Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, on augmente un petit peu, on agrandit quelques petites zones. Puis dans Montcalm, on va venir rationaliser. On va le voir un peu plus tout en détail, là, ce qu'on fait de façon plus précise tout à l'heure. Quand on parle du quartier des Rivières, de l'est en ouest, dans le fond, on va venir ouvrir des zones supplémentaires au coin Henri IV-Hamel. Au côté Le Bourgneuf, on vient un peu dégager le parc industriel, puis on augmente la possibilité d'ouvrir du C10 en périphérie. Marais, on réduit un peu. Place Fleur-de-Lys, il y a des modifications de zonage qui ont été faites récemment. On n'est pas venu jouer là non plus. Quand on regarde au niveau de Sainte-Foy, dans le fond, les secteurs qui sont principalement importants à regarder, c'est qu'en gros, au niveau de l'aéroport, on va ouvrir davantage sur une zone au niveau de l'aéroport. On conserve la Tête des Ponts, Laurier. Puis entre cela, on va venir rationaliser, vraiment concentrer nos C10 sur des secteurs autour, autant Cap-Rouge, au niveau de l'université. Il y a certaines zones qu'on va retirer les parties résidentielles pour conserver les parties commerciales pour le C10. À Charlebourg, c'est beaucoup on maintient beaucoup l'existant, autant au niveau du golfe de la Faune que des galeries de Charlebourg. Puis encore là, au niveau de l'Atrium, il y a quelques zones qu'on va venir là, concentrer le C10 sur certaines zones, puis retirer celles qui sont de l'habitation. À Beauport, similaire, on conserve tout ce qui était autorisé au niveau de Saint-David, puis le long de l'avenue Royale. Mais sur les deux pôles, au boulevard Sainte-Anne et des Chutes, on va venir rationaliser là, pour concentrer. Puis encore, c'est retirer des zones d'habitation, des secteurs potentiellement autorisés. Puis on fait le même genre d'opération au niveau de la Haute-Saint-Charles. On avait 2 secteurs qui l'autorisaient. Carrefour d'Abravour avec Pionze et Industriel et l'avenue Racine. Fait que là aussi, on est venu concentrer un peu, là, puis retirer des zones d'habitation pour privilégier les zones où le commercial était autorisé. Naturellement, tout ça, de façon plus précise, ça se fait avec différents outils réglementaires. Hein. Quand on dit outils réglementaires, c'est spécifiquement le règlement de zonage de chacun des arrondissements.
Le règlement de zonage, là, dans le fond, il est fait en 3 grosses parties. On a un texte réglementaire, on a des cartes, qui est le plan de zonage, qui vont nous définir différentes zones. Puis chacune de ces zones-là ont une grille de zonage qui est associée. Nous, ce qu'on va voir, là, on travaille beaucoup au niveau du plan de zonage et des grilles. C'est dans ça qu'on va travailler. Avec différents outils de modification qu'on va introduire et qu'on va utiliser. Il y en a la liste ici, je vais vous les présenter de façon plus précise un après l'autre. Le premier outil, c'est simplement l'ajout ou le retrait de l'usage C10 dans une grille, c'est-à-dire que pour pouvoir effectuer un usage, il faut que la grille de la zone mentionne le groupe d'usage, comme dans l'exemple ici. On a le C10, hébergement touristique, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il sera autorisé. Si ce n'est pas là, on ne l'a pas. On ne peut pas le faire. On vient jouer avec le nombre d'unités d'hébergement. Encore ici, dans la grille, il y a des zones où on peut mettre un nombre maximal d'unités d'hébergement. Fait qu'on est venu jouer avec ces chiffres-là, le cas échéant. En général, on les a supprimés simplement pour laisser plus de latitude aux hôteliers déjà en place. Troisième outil, localisation de l'usage C10 dans le bâtiment. C'est une note qu'on peut inscrire à la grille, encore ici. Puis cette note-là permet de forcer l'usage du C10 à différents étages. Nous, quand on va venir l'utiliser, quand on l'a utilisé, dans le fond, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de C10 au rez-de-chaussée. Puis on fait ça au niveau des rues qui sont vraiment marchandes, commerciales, piétonnes, parce que c'est plus intéressant avoir une boutique qu'avoir des rideaux avec un lit. Fait qu'on force le C10 en haut pour dégager les commerces au rez-de-chaussée pour qu'on aille de quoi de plus attrayant. Ensuite, autre norme très importante, autre outil important, c'est le logement protégé, qui est une note à la grille. Cette note-là permet de cibler la protection des logements selon les niveaux d'étage. C'est une note qu'on est venu ajouter à de nombreuses zones. On se rappelle, on est dans une période de crise de logement, on ne veut pas convertir des logements en unités locatives. Fait qu'avec cette note-là, ça force le maintien de ces unités-là. Note particulière qu'on a introduite cette année dans le règlement, c'est l'interdiction de la cohabitation du C10 et du logement. Cet outil-là, qui est une note à la grille aussi, va forcer les propriétaires à faire un choix. C'est soit qu'on fait juste du logement standard ou soit qu'on est juste en C10. C'est une note qu'on met à la grille selon les cas. Pourquoi cette note-là? C'est qu'on s'est rendu compte que des fois, surtout dans les gros immeubles, la cohabitation entre un résident permanent et des unités d'hébergement, ça ne cohabite pas toujours bien. Donc, avec cette note-là, on vient sécuriser, entre autres, et protéger les résidents permanents là-dedans. Autre outil qu'on est venu un peu travailler, ce n'est pas tout à fait dans le C10, mais dans la réflexion au niveau commercial. Dans le fond, on a un usage associé au logement qui s'appelle la location de chambre à une clientèle de passage. Bref, c'est les bed and breakfast, ce qu'on appelle les couettes et cafés. De facto, en général, partout sur le territoire, tout le monde peut faire ça dans son logement. Je dis en général, il y a quelques zones dans le Vieux-Québec ou dans Montcalm, puis dans Saint-Jean-Baptiste qui sont prohibées. Mais outre ça, normalement, tout le monde peut le faire. Sauf qu'on a aussi une note à la grille qui permet de passer de 3 à 5 chambres. Fait qu'il y a des situations qu'on en a profité en révisant le zonage, on en a profité pour justement mettre cette note-là dans quelques grilles où on avait manifesté ce besoin-là. Finalement, dernier outil, c'est les permissions d'occupation et le contingentement. Il y a différentes zones où l'usage d'hébergement touristique, le C10, est contingenté, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fixe qui est autorisé dans une zone ou dans un secteur, puis on ne peut pas dépasser ce nombre d'établissements-là. Ça crée des listes aussi. Ce qu'on vient faire avec ça, principalement, en général, tous les contingentements sont atteints pour le C10. C'est que même si la grille dit que oui, on peut faire du C10, dans les faits, on ne peut pas parce que toutes les places sont prises. Fait que dans le fond, pour être plus clair et être plus transparent, dans ces zones-là, on a retiré le C10 complètement. Puis les établissements existants, pour ne pas les mettre par droits acquis, on vient leur octroyer une permission d'occupation pour qu'ils soient là de plein droit, eux, mais on ne pourra pas en ajouter davantage étant donné que la zone ne le permet plus. Fait que dans le fond, c'est une transposition là, pour plus de quartiers qu'on vient faire dans ces éléments-là. On enlève le contingentement, mais on autorise de plein droit les établissements existants. Comme ça, c'est clair pour tout le monde, on ne peut plus ajouter de ces 10-là.
puis aussi ces permissions d'occupation-là, ce qui nous permettent aussi de gérer un peu mieux, là, entre autres, comment l'opération de ces 10-là va pouvoir se faire, entre autres, en forçant, dans le fond, en réutilisant un peu tous les mêmes outils, en forçant le maintien des logements, en retirant le nombre d'unités maximales, en forçant les unités du C10 au-dessus du rez-de-chaussée, puis aussi ne pas nécessairement demander de cases de stationnement, entre autres dans le Vieux-Québec, où il n'y en a pas de stationnement de toute façon. Merci Simon. Donc, on arrive à la partie modification détaillée par quartier. Donc là, on va vous montrer des cartes. On arrive finalement à la conclusion de l'exercice, comment ça se traduit vraiment sur le territoire, les modifications qu'on propose. Là, on vous a remis à l'écran au niveau de l'arrondissement les quartiers qui étaient touchés. Donc, c'est les quartiers, vous avez compris, Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm. Les autres quartiers n'ont pas été touchés, soit parce qu'il y a des visions d'habitation, des visions d'aménagement, excusez, qui sont en préparation. Donc, il y a une révision un peu plus large des usages qui sont faits. Soit c'est le statu quo parce qu'il n'est pas souhaité d'ajouter ces usages dans ces quartiers. Donc, au niveau de, on va commencer par Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, puis on va finir avec Montcalm. Donc, là, vous avez une carte du quartier. Donc, on va faire des zooms sur chacun des petits carrés rouges que vous voyez à l'écran. Donc, voici les cartes que vous allez voir défiler par la suite. Je vais prendre le temps de vous expliquer la première là, pour vous resituer. Donc, quand vous regardez l'écran, en bas à gauche, vous avez une carte de localisation. Donc, on est dans le petit carré rouge aussi qui est zoomé au centre. Vous avez la légende en bas à gauche. Donc, lorsqu'on a une zone qui est bleue, ça veut dire que le C10 est autorisé. En vert, ça veut dire qu'on rajoute le C10 dans cette zone. En jaune, ça veut dire qu'on vient retirer le C10 de la zone. Lorsqu'il y a un petit trait rouge autour de la zone, ça veut dire que l'usage C10 est contingenté. Donc, ça veut dire qu'il est limité, comme mon collègue vous a expliqué, en nombre d'établissements. Puis, toutes les zones contingentées, comme il a expliqué, les contingentements sont atteints. Pour voir quels établissements on parle, on a mis des petites valises noires. Donc, ça, c'est les établissements contingentés dans les zones contingentées. Puis en bleu, les petites maisons bleues, ça va être les permissions d'occupation qu'on va prévoir sur chacun des lots lorsqu'on retire l'usage C10. Enfin, à droite, vous avez un tableau des normes particulières que Simon vous a mentionné. Donc, est-ce qu'il y a le logement protégé? Est-ce que la cohabitation est prohibée entre le C10 et le logement? Est-ce qu'il y a un nombre maximum d'unités de C10? Et au niveau de la localisation, est-ce qu'on exige que le C10 soit au-dessus du rez-de-chaussée? Donc là, on est dans le secteur de la gare du Palais, proche du bassin Louise. Donc, vous voyez à l'écran les 4 zones bleues où le C10 est autorisé. Donc, voici ce qui est projeté dans les modifications. Donc, on maintiendrait le C10 dans ces zones-ci. Par contre, on viendrait ajouter la prohibition de la cohabitation entre le logement et le C10 dans un même bâtiment. Si on continue, on se déplace un peu plus à l'est. Donc là, on est sur la rue d'Alousie, que je vous pointe ici. Ici, vous avez le musée de la civilisation pour vous repérer. Donc, encore une fois, toutes les zones bleues autour autorisent le C10. On voit qu'il y en a une, la 11022, dans laquelle l'usage est contingenté. Donc, il y a un seul établissement d'autorisé. C'est l'hôtel Le Priori, qui est représenté par la petite valise noire que vous avez ici. Donc, voici les modifications qu'on propose. On vient retirer comme on vous a expliqué tantôt, à chaque fois qu'on a du contingentement, comme ils sont atteints, on vient retirer l'usage C10 de la zone et on vient donner une permission d'occupation. C'est comme un zonage pour le terrain, pour permettre à l'usage existant de plein droit de se perpétuer. On maintient le C10 dans les autres zones. Par contre, on vient ajouter la note pour prohiber la cohabitation du C10 et du logement dans un même bâtiment. On continue cette fois plus à l'intérieur du Vieux-Québec. Donc, vous avez la rue Saint-Jean qui est ici, l'hôtel de ville qui se trouve ici, donc la rue Saint-Jean, la côte de la Fabrique, et la rue Saint-Louis de l'autre côté, avec le château Frontenac. Donc là, vous voyez toutes les zones où c'est autorisé. Sur Saint-Jean, sur Saint-Louis, on a des contingentements. Donc, voici ce qui serait projeté, ce qui serait proposé. Donc, retirer le C10 sur la rue Saint-Jean et sur la rue Saint-Louis. Et vous voyez les permissions d'occupation pour les établissements qui sont existants. Également, la zone du secteur de la rue Buade. Là, on viendrait ajouter la prohibition de la cohabitation entre logement et C10. Si on se déplace cette fois du côté de la Grande Allée, donc la Grande Allée se trouve ici, l'hôtel Le Concorde serait ici, comme point de repère. Donc là, le long de la Grande Allée, on a un secteur hôtelier, on a des zones qui autorisent le C10 de part et d'autre. Puis plus à l'ouest, on a 2 zones contingentées. Donc voici ce qui serait proposé dans ce cas-ci. Donc je vais prendre le temps de vous le décrire. Dans le fond, on vient rajouter partout l'article pour prohiber le C10 et le logement dans le même bâtiment.
On vient compléter finalement la zone où les établissements hôteliers sont autorisés en rajoutant la zone 11041 MB, donc entre l'hôtel Le Concorde puis l'avenue Taché. C'est les propriétés qui ont front sur Grande Allée à ce niveau-là. Les deux zones dans lesquelles on avait un établissement contingenté, ben là, on vient finalement retirer le C10 puis créer des zones plus petites pour circonscrire les établissements qui sont existants. Donc là, c'est très technique, mais dans ce cas-là, on ne fait pas de permission d'occupation comme on a fait précédemment parce qu'on est dans le secteur du PPU. Puis dans le secteur du PPU, on ne peut pas faire de permission d'occupation. Donc ça explique qu'on fait un petit redécoupage de zonage. Mais là, c'est pour expliquer la technique. Puis finalement, dans le Vieux-Québec, au niveau des gîtes qu'on a évoqués tantôt, on avait aussi du contingentement sur les gîtes, mais en fait, on avait des contingentements qui n'étaient pas atteints, puis on avait même des contingentements limités à 3 établissements sur la rue Saint-Jean, mais il n'y a aucun établissement existant. Donc, dans l'exercice de révision réglementaire, on en profite pour retirer aussi les contingentements concernant les gîtes. On arrive à Saint-Jean-Baptiste. Dans Saint-Jean-Baptiste, dans le fond, on va s'attaquer à 3 secteurs principalement. Côté Honoré-Mercier, puis boulevard René-Lévesque, là où c'est qu'on a les hôtels principalement. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient retirer sur l'îlot Saint-Vincent-de-Paul, c'est bien ça, l'ancienne église Saint-Vincent-de-Paul, on vient retirer le C10. C'est à peu près la seule opération qu'on vient faire ici. Ensuite, si on s'en va du côté René-Lévesque, collé sur la côte de Salaberry, on a une zone contingentée où on a l'auberge des Deux Lions. Ce qu'on est venu faire, c'est sur le même principe, on est venu retirer le C10 de cette zone-ci, mis une permission d'occupation pour l'auberge des Deux Lions. Et à l'intérieur du PPU, on avait une zone là, qui permettait le C10. On est venu ajouter la prohibition de la cohabitation. Puis finalement, le dernier secteur de Saint-Jean-Baptiste, c'est au coin rue Saint-Jean et Philippe Dorval. On avait un établissement qui est déjà en permission d'occupation actuellement, puis qui avait une limite d'unité à 11. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on vient modifier sa permission d'occupation en enlevant son nombre d'unités simplement. Et on finit par Montcalm. Donc là, on a 3 secteurs qu'on va aller regarder de plus près. Donc d'abord, proche de l'intersection Chemin Sainte-Foy puis de l'avenue Cartier, proche de la côte Salaberry qui se trouve ici, le centre Lucien-Borne. Donc là, vous voyez, le long du chemin Sainte-Foy, on a 3 zones qui autorisent le C10. Donc là, ce qui est proposé, c'est de venir retirer les 2 zones qui se trouvent au sud du chemin Sainte-Foy. En fait, c'est essentiellement des zones résidentielles dans lesquelles on n'a pas d'usage C10. Donc, pour éviter une potentielle conversion des logements existants en hébergement touristique, on vient retirer ces zones-ci. On conserve la 14017 MB pour laquelle il y a un établissement qui opère ces usages-ci. On vient rajouter toutefois l'article pour prohiber la cohabitation entre le logement et le C10. On vient retirer le nombre maximum d'unités. Ça, c'est ce qu'on fait à l'échelle de l'ensemble de la ville. On vient retirer les nombres maximum d'unités dans les grilles pour le logement. Puis on ne prohibe pas le C10 au-dessus du rez-de-chaussée dans cette zone-ci, la 14017 MB, parce qu'on n'est pas sur une rue commerciale avec des vitrines dans ce secteur-ci. Si on regarde plus le secteur de l'avenue Cartier cette fois, donc vous avez l'avenue Cartier qui est ici, boulevard René-Lévesque, puis on arrive jusqu'à la Grande Allée qui se trouve ici. Donc actuellement, le C10 est autorisé sur cette section de l'avenue Cartier, mais contingenté à un seul établissement, c'est le Café Gris et Goff qui est ici. On a également au coin de Grande Allée puis Salaberry un gîte qui se trouve dans la zone 14077 MB. Donc actuellement, c'est 3 chambres qui sont autorisées. On viendra en autoriser 5. Et on a un autre établissement contingenté ici, au coin de l'avenue, dans une zone au coin de l'avenue Bourlamaque et Grande Allée Ouest. Donc, les modifications, ça donne ceci. On viendrait retirer C10 sur l'avenue Cartier, donner une permission d'occupation pour le café Grégoff. Pour le gîte qui se trouve ici au coin de Salaberry puis Grande Allée Ouest, on viendrait rajouter l'article à la grille pour permettre d'avoir 5 chambres dans le gîte. Et ici, pour l'auberge du quartier, on viendrait, comme on est dans le secteur PPU, on viendrait créer une zone particulière uniquement pour l'établissement existant. Et finalement, le dernier secteur, donc très proche d'ici, au coin de René-Lévesque puis des Érables, on a actuellement un gîte qui est ici, qui est autorisé à faire 3 chambres, mais qui est contigu à une zone dans laquelle on autorise jusqu'à 5 chambres de gîte.
Donc, on viendrait juste agrandir la zone contiguë pour englober, dans le fond, la propriété du bed and breakfast, les 4 saisons, pour permettre d'agrandir à 5 chambres. Donc, ça complète les modifications. On a une autre petite modification dans le PPU. En fait, ça n'a rien à voir avec l'hébergement touristique, mais quand on fait une modification, notamment dans un secteur de PPU, on en profite pour régler parfois des petites problématiques. Donc, c'est le cas ici. On a un bâtiment qui est au 80 Grande Allée Est. Donc, c'est un bâtiment résidentiel, mais au rez-de-chaussée, il y a un local avec des bureaux d'une entreprise d'informatique qui se trouve au rez-de-chaussée ici. Puis là, si vous regardez bien, dans le fond, on vous a fait le contour des locaux. Donc, il y a une partie, à peu près 75% de local qui se trouve dans la zone mixte où le commercial est autorisé, puis à peu près un 25% qui se trouve dans la zone résidentielle en arrière où c'est uniquement du résidentiel. Actuellement, il y a une permission temporaire pour opérer le local tel qu'il est actuellement, mais là, on viendrait corriger à plus long terme la situation en faisant un petit décalé, vous voyez, dans la limite de la zone là, pour inclure la petite partie qui manque du local qui est ici. Donc ça, c'est une petite modification mineure qui est en même temps au règlement qui modifie, qui est en concordance avec le PPU. Donc, au niveau des prochaines étapes, donc on est en période de consultation publique sur toutes les modifications qu'on vient de vous présenter. Donc, ce soit, on est ici au Conseil de quartier Montcalm. Lundi prochain, on ira au Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, donc présenter les mêmes modifications. Là, il y a une consultation écrite qui est en cours jusqu'au 4 novembre. Par la suite, il y aura des décisions à prendre par les autorités le 19 et le 25 novembre sur la poursuite ou les modifications des projets de règlement. Puis, on prévoit une entrée en vigueur au début du mois de décembre prochain. Donc, c'est ce qui vient compléter notre présentation. Si vous avez des questions. Alors, merci Emmanuel, merci Simon pour votre présentation. Je ne vous ai pas mentionné tout à l'heure, la séance est enregistrée à des fins de rediffusion sur le site Internet. Également, la présentation de ce soir, le fichier PDF, sera disponible également dans la section documentation. Alors, écoutez, je vous ai mentionné tout à l'heure, comme nous avons des personnes en ligne, pour les personnes qui sont en salle, au besoin, si vous avez besoin de vous exprimer, je vais vous demander de vous lever et d'aller au micro. Et de cette façon-là, on s'assure que toutes les personnes en ligne pourront entendre vos commentaires ou encore vos questions. Je vous invite également à soit vous nommer, mais vous n'êtes pas obligé. Au besoin, vous pouvez spécifier à quel titre vous êtes ici ou encore le nom de votre rue. Comme ça, ça peut donner des indications à Emmanuel et Simon. Par ailleurs, pour les personnes en ligne, j'ai parlé tout à l'heure, il y a l'outil Q et R que ma collègue Marie Lagier a peut-être déjà activé. Alors, Marie, au besoin, va communiquer avec moi et puis même si je ne te vois pas, je vais bien t'entendre, Marie. Alors, n'hésite pas. Et également, pour les personnes en ligne, je vous rappelle qu'il est possible de tout simplement lever la main et à ce moment-là, mon collègue Michael va pouvoir vous activer votre micro. Alors, écoutez, on n'est pas super nombreux, donc je pense qu'on peut je vais m'organiser pour alterner entre les personnes en ligne et en salle, idéalement. Alors, les règles d'assemblée habituelles, je vais vous demander tout simplement d'être respectueux si jamais vous aviez des commentaires qui viendraient en contradiction avec quelqu'un d'autre. Mais habituellement, ça se passe assez bien. Alors, voilà. Donc, au besoin, je vais vous indiquer de conclure. Si jamais là, je voyais qu'on manquait de temps, mais en principe, ça devrait bien aller parce qu'on c'est pas la foule. Alors, un premier tour de parole et je vous rappelle qu'on est dans une séance du conseil de quartier, donc ils ont une assemblée régulière à tenir tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, pour un premier tour de parole, Marie, pardon? Tout à l'heure, vous allez pouvoir rester ici, autour de la table. Bon, alors, j'ai Alexandre Turgeon, un administrateur du conseil de quartier. Je commence avec les questions du public. Par la suite, je vais céder la parole aux administrateurs. Vous avez un micro sur chacune des tables.
Alors, au besoin, vous m'indiquez que vous souhaitez prendre la parole. Ça vous convient comme ça, Alexandre? Pardon? Oui, vous avez une question, mais d'abord et avant tout, je voulais procéder avec le tour de parole des participants en salle, soit les résidents du quartier. Est-ce que c'est une question en lien avec la présentation? Pardon? Oui? Bon, alors, allez-y. Peut-être que votre question, Alexandre, pourra éclairer d'autres personnes. La question, c'est sur qu'est-ce que c'est qu'un usage spécifiquement autorisé? Partout où vous retirez l'usage C10, vous conservez spécifiquement autorisé les établissements existants. Ma compréhension, c'est que ça, par opposition à un droit acquis, ce droit-là ne s'éteindra pas advenant la destruction d'un des bâtiments. Donc, les conditions qui pourraient amener la disparition d'un droit acquis dans un usage spécifiquement autorisé. Donc, ça, c'est ma première question par rapport au... Et pourquoi vous ne pouvez pas utiliser ça dans cette disposition-là dans le PPU de la colline parlementaire? Parfait. Merci pour les questions. Donc, en fait, la permission d'occupation, en fait, le zonage autorise, en fait, la permission d'occupation, il faut voir ça comme un micro-zonage, si on veut. Donc, c'est comme si on faisait un micro-zonage pour le terrain. Donc, actuellement, le terrain, le C10 est autorisé sur tel terrain. Là, on prévoit le retirer de la zone. Mais on ne veut pas rendre dérogatoire ceux qui sont existants, qui l'exercent. Puis, dans certains cas, on veut aussi permettre qu'ils s'agrandissent le cas échéant. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette permission d'occupation. Contrairement à des droits acquis, par exemple, où là, les possibilités d'agrandissement sont beaucoup plus limitées quand on est en droits acquis, finalement. Parce qu'on a des fois, on ne peut pas agrandir, des fois, on peut agrandir, mais on est comme un petit peu limité dans les possibilités. Donc, nous, l'objectif, ce n'était pas de limiter les établissements qui sont existants actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on prend cet outil-là. Et pourquoi? Alors, Monsieur Turgeon, je veux juste m'assurer que vous m'avez parlé tout à l'heure d'une question de compréhension. Puis, est-ce que ça répond bien ce que Emmanuel... Un deuxième volet Oui? pour le PPU, effectivement. Donc, dans le fond, le PPU permet d'utiliser certains outils. En fait, je ne veux pas être trop technique là, mais il y a certains outils qu'on peut utiliser dans le PPU, mais la permission d'occupation, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'utiliser cet outil. Il y a des outils comme des dérogations mineures. Le PPU prévoit spécifiquement les outils qu'on peut utiliser, mais la permission d'occupation qui est très spécifique n'est pas prévue à l'heure actuelle, ce n'est pas prévu dans le PPU. Donc, comme on n'a pas la possibilité d'utiliser cet outil, c'est pour ça qu'on a fait des zones plus petites. Là, on a utilisé l'outil zonage, finalement. Alors, merci Emmanuel. Bon, alors on est à vous, Monsieur Boivin. Marie, je me permets de commencer avec une première question en salle avec Monsieur Boivin. Par la suite, tu pourras m'indiquer s'il y a des questions en ligne. Alors, oui, bonsoir, Monsieur Boivin. Donc, Guy Boivin, résident de Montcalm. J'aurais 4 questions brèves. Ma première question, j'ai beaucoup de difficultés à saisir, c'est que vos Airbnb, est-ce que vous les considérez comme des commerciaux ou des collaboratifs? J'essaie de saisir s'ils sont inclus dans ce qu'on parle ce soir. Ensuite de ça, comment vous faites pour contrôler toutes ces affaires-là? Avez-vous des inspecteurs, des enquêteurs? Il me semble que c'est beaucoup de personnel pour réussir à tout gérer ça. Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième, c'est vous parlez de pourquoi vous ne procédez pas cas par cas par demande de modification au zonage au fur et à mesure, comme ça se fait normalement dans le conseil de quartier. Là, vous arrivez avec un grand ménage, un gros bloc tout d'un coup. Pourquoi ça? Et comment retirer un droit acquis sans compensation? Avez-vous prévu une compensation? Je vous donne un dernier commentaire à la fin de mes 4 questions. Okay. Vous notez qu'il y a 31 jours consécutifs ou moins pour être considéré comme commercial. J'ai entendu parler d'hôtels où des gens vivent quasiment en permanence, gens retraités qui sont heureux d'être en hôtel. Est-ce que c'est pas mieux aussi de vérifier votre définition? Merci. Je peux peut-être commencer un petit bout. Bon, on a 5 inspecteurs à la Ville de Québec qui font ça, inspecter tout ce qui est hébergement touristique à la Ville de Québec.
Donc, déjà en partant, le nommer. Ce soir, je l'ai dit d'entrée de jeu, M. Boivin, on est sur l'hébergement touristique commercial. On n'est pas sur l'hébergement touristique collaboratif. On part du principe que l'hébergement touristique collaboratif, il est permis partout sur le territoire de Québec, dans toutes les résidences principales, nonobstant le zonage, moins de 90 jours par année, mais il faut que ce soit bel et bien votre résidence principale. Et depuis le mois d'avril, la seule preuve qu'on admet pour prouver que c'est votre résidence principale, c'est votre avis de cotisation, soit à Revenu Québec, soit à l'Agence de revenus du Canada. Donc ça, c'est pour l'hébergement touristique collaboratif. Vous partez 3 semaines en Floride, vous décidez que vous voulez louer votre appartement, puis 3 semaines que vous partez, vous avez le droit de le faire. Il vous faut un certificat d'autorisation et pour avoir votre certificat d'autorisation, il faut prouver que c'est votre résidence principale. Ce n'est pas l'objet de la consultation de ce soir. La consultation de ce soir, on est sur l'hébergement touristique commercial. Je vais commencer certaines réponses, puis après ça, Emmanuel, je vais vous la passer. On n'enlève aucun droit acquis ce soir, M. Boivin. On ne peut pas enlever des droits acquis en urbanisme, sinon on se fait poursuivre. Donc, aucun droit acquis qui est enlevé. Et c'est pour ça qu'Emmanuel et Simon, quand on retire le C10 dans certaines zones, dont l'avenue Cartier, on peut penser au Krigoff, c'est le seul établissement d'hébergement touristique commercial qui agit en ce moment sur la rue Cartier. Donc, on retire le C10 et le seul qui opère légalement en vertu d'un usage C10 actuellement, on vient régulariser sa situation à travers une permission d'occupation. Donc, la question d'Alexandre. Donc, il n'y a pas d'établissements, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vont perdre leurs droits, qui opèrent légalement, qui vont perdre leur droit d'opérer. On va légaliser, on va venir le légaliser avec une permission d'occupation. Et pourquoi on fait un grand chantier comme ça? Mais c'est justement parce que là, par exemple, je ne sais pas si ça va être un bon exemple parce qu'il y avait un contingentement sur la rue Cartier, mais admettons qu'il n'y avait pas eu de contingentement sur la rue Cartier, bien, en n'enlevant pas le C10, mais c'est possible puis en venant pas introduire la notion de logement protégé, mais c'est possible de convertir des bâtiments, des logements même en hébergement touristique commercial. Donc, pourquoi on fait ce grand chantier-là? C'est pour justement venir protéger la fonction résidentielle, la fonction habitation, là où c'est souhaité, pour conserver, protéger notre parc immobilier à la Ville de Québec. Ça s'inscrit dans le contexte de pénurie de logements en ce moment sur le territoire de la Ville. Puis, à contrario, on vient se dire, bien, où c'est souhaitable que ça puisse se poursuivre, ce développement-là, considérant que, bon an, mal an, la Ville de Québec est dans le top 3 des destinations touristiques au Canada et qu'il y a une attractivité à la Ville de Québec et que, qu'on le veuille ou non, bien, il va continuer à avoir des touristes qui vont venir nous visiter. Et donc, où on souhaite qu'ils soient logés, dans quel quartier, sur quelle artère. Donc, c'est ça la question qu'on vient se poser et qu'on vous propose de répondre aussi. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Boivin? Il y avait des éléments. Il manquait le 31 jours. En fait, pour la référence du 31 jours, là, c'est une référence provinciale qui est dans la loi sur l'hébergement touristique. Donc, le 31 jours au moins, c'est la référence utilisée pour distinguer ce qui est de l'hébergement touristique ou du logement à plus long terme. Alors, pour conclure, M. Boivin? Juste pour être certain, donc, un Airbnb est commercial. En fait, Airbnb, c'est une plateforme de location. Là, donc, il y a d'autres marques, VRBO, etc. Là. Donc, ça, c'est une plateforme. Il y en a qui peuvent faire ça de façon légale s'ils respectent les normes. Puis, ça peut être illégal parfois lorsque les normes ne sont pas respectées. Donc, il peut y avoir du légal ou de l'illégal. Puis c'est ça, sur ce genre de plateforme, l'ensemble des produits peuvent être opérés, autant du commercial que du collaboratif, que ceux qui font du bed and breakfast en gîte. C'est tous des produits distincts qu'on peut retrouver sur ces plateformes-là. Fait que c'est pas le fait qu'il faut faire attention quand on dit Airbnb, normalement ça regroupe ça. Mais on sait que dans l'imaginaire des gens, quand on parle de Airbnb, c'est des maisons ou des unités,
des logements. Puis là, ça dépend vraiment, on est-tu vraiment commercial parce qu'on n'habite pas là? Fait que là, c'est du commercial. Dans le fond, l'idée, c'est si on n'habite pas là, c'est du commercial automatiquement. Ou si j'y habite, là, il y a des chances que ce soit du collaboratif. Naturellement, les deux niveaux, ils ont leur ensemble de normes à respecter à travers tout ça pareil. Alors, merci pour vos réponses. Merci, M. Boivin, pour vos questions. Alors, parmi les gens en ligne, Marie, dis-moi, est-ce que nous avons des questions ou des commentaires? Alors non, on n'a pas de questions ni de commentaires en ligne. Et puis, on n'a plus que 5 participants en ligne. Donc, plusieurs nous ont quittés là, déjà probablement à la fin de la présentation. Oui, alors merci pour l'information et juste pour me tenir à jour là, au niveau des administrateurs, je crois que nous avions un administrateur en ligne, c'est bien ça? Oui, on a, Oui, on a Mathis. Mathis Gagnon. Bon, excellent. Alors, merci. Alors, parmi les gens en salle en lien avec la longue présentation que vous avez eue, oui, allez-y, monsieur, oui. Alors, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Denis Parent, je suis propriétaire du Bed and Breakfast. J'aimerais juste essayer de comprendre un peu. Lorsque vous avez rajouté ma zone sur la zone 11041, est-ce que cette zone est devenue un C10 ou de quelle façon cette zone-là, comment qu'elle est appelée? Ou parce que je ne voyais pas nécessairement sur votre plan là, les couleurs distinctives de chaque endroit. OK. En fait, on a l'information à l'écran. En fait, c'est que c'est une zone dans laquelle, dans le fond, la zone où vous êtes actuellement, c'était limité à 3 chambres. La zone 14047 HB. Mais on a pris votre propriété, on l'a mis dans la zone contiguë. Dans cette zone-ci, il y a un article particulier dans la grille de zonage qui mentionne qu'on peut aller jusqu'à 5 chambres dans un gîte. Dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne. Le règlement au niveau des gîtes, c'est automatiquement 3 chambres et il faut rajouter un article pour autoriser jusqu'à 5 chambres. Donc, c'est ce qui a été fait dans votre cas. Dans votre cas, on vous a glissé dans la zone d'à côté puisque l'article était déjà présent. Okay, mais la zone n'a pas changé. Non, il n'y a pas de C10, il n'y a pas plus de C10 autorisés, effectivement, dans la zone. C'est juste les chambres de gîte. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Oui, il n'y avait pas autre chose. Merci, merci pour votre question. Alors, en salle, oui, juste avant, M. Boivin, je veux juste m'assurer là, que tout le monde qui ont des questions pourront prendre la parole, mais je vois que ça ne fait pas la foule. Alors, de ton côté, Marie, est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole ou on est dans la même situation que tout à l'heure? Alors, en fait, on a Mathis, administrateur, qui souhaite possiblement poser une question, mais je pense qu'il va attendre que la période du public soit terminée. Oui, bon, alors, merci Marie. Alors, écoutez, si jamais je vais à vous. Ensuite, je vais céder la parole aux administrateurs du conseil de quartier. Alors, oui, on vous écoute, M. Boivin. Donc, pour le conseil de quartier, est-ce que, vu que dans Montcalm, il n'y a quand même pas énormément de transformations, si je comprends bien, est-ce que ça ne serait pas plus pertinent pour le conseil de quartier que vous apportiez les cas un par un pour demander les modifications, comme on fait habituellement pour les demandes de modification de zonage? Alors, je comprends, M. Boivin, que vous souhaitez influencer le conseil de quartier par ce que vous venez de nous mentionner. C'est bien ça? Bon, alors, merci. Alors, écoutez, sans plus tarder, oui, allez-y, Madame Coulombe-Leduc. Oui, si je peux me permettre, c'est pas souhaité, M. Boivin, de faire ça comme ça, d'y aller au cas par cas. L'idée ici, c'est de se donner vraiment une vision sur comment on veut aborder la question tant de l'hébergement touristique que de la fonction résidentielle ou la protection de la fonction résidentielle dans notre quartier. Et là, ce qu'on vous propose de faire, en fait, essentiellement, c'est de retirer la possibilité qu'il y ait du C10, essentiellement dans Montcalm. On est dans un quartier qui est somme toute assez résidentiel. Donc,
on veut justement éviter ce cas par cas-là qui parfois nous amène justement à perdre la perspective sur une vision d'ensemble d'un quartier et à laisser la possibilité comme telle, en fait, d'avoir du C10 peut amener éventuellement justement à amener des trous, une espèce de gruyère dans notre fonction résidentielle au niveau du quartier. Donc, ce n'est pas souhaité de laisser le statu quo et d'y aller au cas par cas, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas ce qui est souhaité pour préserver la fonction résidentielle à l'échelle de la Ville de Québec. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Alors, oui, je vous invite à vous approcher. OK. Bon, je me posais une autre question. Étant donné qu'on est bien conscient que l'été, c'est très facile d'avoir une clientèle qui vient visiter notre bed, parce que, disons qu'en étant situé à l'extérieur des murs, durant l'hiver, il y a beaucoup moins de clientèle qui vient chez moi. Est-ce que de la façon qu'on a modifié le zonage et tout, durant l'hiver, je pourrais faire du Airbnb? Ce que vous voulez Ben, dire, c'est que durant l'été, il n'y a pas de problème. Ouais. Les plateformes TripAdvisor, tout ça, ça permet de combler tout le temps que j'ai, puis toutes les chambres que j'ai allouées. Mais durant l'hiver, c'est beaucoup plus tranquille. Et on sait bien que par Airbnb, il y a une plus grande circulation de gens. Donc, est-ce que je peux mixer la location de mon Airbnb durant l'été parce que je suis capable de le combler, et l'hiver, je pourrais faire du Airbnb? Un peu comme que je disais, Airbnb, c'est une plateforme qui offre plusieurs produits. Et vous avez un bed and breakfast qui opère l'été ou qui opère l'hiver, ça reste un bed and breakfast avec 5 chambres. Après ça, si vous voulez utiliser la plateforme Airbnb pour mettre en location vos chambres, ça reste quand même un bed and breakfast, comme vous pourriez utiliser VRBO ou d'autres plateformes locatives. Vous, ce qui est important, c'est que vous demeurez votre bed and breakfast à 5 chambres. C'est ça qui est important. C'est pas la façon de diffuser l'information ou d'aller attirer les clients en soi. Il n'y a rien qui m'empêche comme tel de combler les chambres que j'ai besoin par du Airbnb. Absolument pas. OK, c'est d'accord. Ça répond à ma question. Merci. Alors, merci. Donc, nous avons un administrateur en ligne. Nous avons également 3, 4, 5, 6 administrateurs en salle. Alors, comme à l'habitude, je vais vous proposer d'y aller à main levée. Donc, si vous avez des questions à adresser. Pardon? Oui, il y a M. Gagnon, oui, qui a une question. Je vais commencer avec M. Gagnon, effectivement. M. Turgeon. Je vais tout simplement là, céder la parole ensuite aux gens en salle. Alors, oui, Mathis, on t'écoute. Oui, donc ma question a déjà été pas mal répondue, en fait. En fait, ma question, c'était pour le bed and breakfast, il y avait une mention supplémentaire. Il n'est pas marqué 5 chambres nécessairement dans la mention supplémentaire. Il faut juste le savoir que c'est 5 chambres qui est autorisé avec cette mention-là, c'est ça? Alors, écoute, Mathis, ce que je propose, Marie, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Si c'est le cas, est-ce que tu es en mesure de nous résumer la question? Ben, tout simplement, là, nous communiquer la question de Mathis parce qu'on n'entend pas très bien en salle. Alors, si j'ai bien compris, là, c'était en lien avec le nombre de chambres. Peut-être répéter à nouveau, Mathis, votre question? Je vais l'écrire, passer à notre administrateur. OK. Bon, excellent. Alors, Mathieu, excellente idée de nous écrire ta question. Alors, le temps que Mathis écrive sa question, moi, j'aurais le goût de vous proposer la question de gagner du temps. Alors, est-ce que vous avez des questions à adresser? Oui, Hélène, on vous écoute. Bonjour, est-ce qu'on entend? Oui.
Oui. Je voulais savoir combien de temps les gens qui ont à la fois du C10 et des logements dans un même édifice ont pour déterminer s'ils vont d'un côté ou de l'autre? Mais en fait, c'est une question, ça rejoint un peu une question de droits acquis, c'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, cette règle n'existe pas. Ça, quand on revient rajouter ça dans une zone, mais là, si on se trouve avec un immeuble qui est existant, qui a les deux dans sa zone, lui, il se trouve en situation dérogatoire avec ces deux usages. Qui peut rester comme ça aussi longtemps. C'est comme un droit acquis, donc il peut rester tel quel. Mais à un moment donné, s'il décide de faire des choix, il y a un changement de propriétaire, etc., puis qu'il se met à décider de faire uniquement du C10 ou uniquement du logement, ben là, il viendra figer une des deux situations à ce moment-là. OK, donc ça peut perdurer un certain temps. Jusqu'à ce que le propriétaire décide de changer les usages. Oui, effectivement. Il y a autre chose que vous avez dit, puis dont je ne suis pas trop certaine. Vous avez dit tout le monde peut faire de sa maison un bed and breakfast? Non, non, en fait, c'était pour l'hébergement collaboratif dont on parlait au début. C'est-à-dire que actuellement, sur le territoire de la ville, tous les logements peuvent, tous les propriétaires de logements ou les locataires de logements dans leur résidence principale peuvent faire de l'hébergement collaboratif. Donc, OK. ils partent en vacances, mettons 2 semaines, ben, ils peuvent louer leur logement pendant qu'ils sont absents, par exemple, jusqu'à 90 jours par année. Mais il ne pourrait pas faire comme monsieur puis avoir un entre guillemets, vrai bed and breakfast. Monsieur, lui, a le droit de faire lui, c'est dans sa zone, il fait du gîte ou du bed and breakfast parce qu'il a le droit de faire jusqu'à 3 chambres. Puis là, la modification qu'on vient faire, on vient lui permettre d'aller jusqu'à 5 chambres. C'est ça, mais ce dont vous parliez, c'était pas commercial comme monsieur, là. C'était ce qu'on appelle couramment du Airbnb, là. Vous pouvez répéter, excusez-moi, la dernière question. Ce dont vous parliez que tout le monde peut faire dans sa résidence, en réalité, c'est l'hébergement collaboratif. Oui, exactement, tout à fait. Aussi, dans votre diapositive, vous avez indiqué qu'à certains endroits, nombre maximum d'unités, aucun. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'en avoir aucun ou qu'il n'y a aucun maximum? Ça veut dire qu'il n'y a aucun maximum, effectivement. Parce que, en fait, dépendamment des grilles, parfois, la plupart du temps, il n'y en a aucun nombre maximum d'unités. Parfois, s'il y avait des nombres d'unités qui étaient fixés, mais là, le choix qu'on fait au niveau général de la ville, c'est de retirer le nombre d'unités finalement. Puis l'explication, c'est qu'on a d'autres normes pour encadrer le bâtiment. La hauteur, les marges pour le positionner, etc. On a des normes déjà qui définissent le volume du bâtiment et qu'on ne veut pas gérer en plus le nombre d'unités lorsque c'est du C10, entre autres. On ne veut pas décider le nombre d'unités que l'hôtelier fera dans son immeuble. Finalement, on laisse ça au propriétaire. OK. Et dernière chose, à la page 61, justement là où est monsieur dans son secteur, il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est-à-dire que la zone 14041 est en vert. C'est donc une zone ajoutée en pointillé, alors que, si je comprends bien, l'objectif de tout ça, c'est de retirer des zones. Alors pourquoi ici on en ajoute une alors qu'il n'y a aucun droit acquis dedans à l'exception de monsieur et on vient l'étirer? Je ne suis pas certaine de comprendre. Oui, parfait. Je vais vous réexpliquer. Je ne sais pas si vous voyez l'écran derrière. Dans le fond, là, je vous mets la situation actuelle. En fait, on vient juste l'agrandir, la zone. Donc, monsieur, son gîte se trouve ici, là où je mets mon petit point rouge, qui se trouve être la zone 14047 HB. Donc, c'est une zone résidentielle. Il a le droit de faire 3 chambres. Dans la zone qui est à côté, la 41, là, on a le droit de faire 5 chambres. Donc, nous, ce qu'on vient faire, on va prendre ce petit trait qui est ici, puis on vient l'agrandir pour aller chercher la propriété de monsieur. Donc, on l'a mis en vert, là, c'est pas très clair, là, mais en gros, c'est que on vient déplacer cette petite ligne de l'eau pour mettre la propriété de monsieur dans cette zone-ci, là. Mais dans le restant de cette zone-là, il n'y en a aucun bed and breakfast? À ma connaissance, non, effectivement. Non, vous n'en avez pas, c'est sûr. C'est ça. Mais le droit est quand même là. Comme... Oui, je vois, vous êtes où? Je vous invite à vous approcher, s'il vous plaît, juste pour que les gens en ligne vous entendent. Merci beaucoup. Peut-être plus facile géographiquement pour vous l'expliquer. C'est que la zone qu'ils ont rajoutée, c'est que ça passe justement ici des loisirs Montcalm. Il y a mon bed and breakfast. Il y a la maison qui est sur le coin des érables, la maison bleue. Et entre les deux, il y a 2 petits logements, là, où ce qui étaient des bureaux auparavant, qui sont devenus des logements.
Donc, il n'y a pas d'autres bed and breakfast et il ne pourrait pas y en avoir d'autres. C'est ça. Donc, Parce que ça ne c'est- devrait c'est- pas être une zone C10. Ben, Non, ça n'a pas été non plus C'est ça. mentionné que c'était une zone C10. Non, exact. C'est devenu juste un ajout à la zone pour avoir 5 chambres. Et c'est autre chose que du C10. Oui, exactement. C'est ça. OK, c'est pas une zone C10, Non, c'est pas mais une zone en C10, vert. c'est ça. C'est la question que je Effectivement. posais tout à l'heure. OK. Donc, c'est pas C10. Mais c'est en vert, même s'il est écrit C10 ajouté vert. OK. Non, mais je veux dire, moi, je suis quelqu'un de rigoureux. OK. C'est bon. Merci. C'est vrai que le choix du vert n'était pas très pertinent, je reconnais. Ouais, non, il prend une autre couleur. Ah oui, c'est ça, mais effectivement. Alors, bonne observation, Madame Paradis, en effet. Alors, oui, au niveau de la question de Mathis, administrateur, Mathis, est-ce que Marie, tu es en mesure de nous faire la lecture? Alors, les Oui, tout à aléas- fait. Oui, Oui. ça s'en vient, oui. Alors, donc, il nous dit que sa question a déjà été répondue en partie ou en majorité pour un bed and breakfast. Comment on sait que la mention, la location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement permet 5 chambres? Si on voulait 7 chambres, est-ce que ça serait une autre mention? En fait, non, il y a deux possibilités. C'est 3 chambres ou 5 chambres. Actuellement, c'est tout ce que permet le règlement d'urbanisme. Donc, la base, c'est 3 chambres, mais on peut rajouter un article dans la grille pour avoir 5 chambres. Mais donc, 7 chambres, c'est pas possible. C'est bien ça? 7 chambres, c'est pas possible. Ça deviendrait du C10 finalement si on voulait aller dans ce type d'usage. Merci. Alors, merci. D'autres questions ou commentaires? Oui, Alexandre. Hélène a soulevé, puis j'avais compris aussi tout à l'heure dans la première réponse, vous faites migrer le gîte de monsieur, la bed and breakfast de monsieur dans la zone 14041 parce qu'elle permet 5 chambres, mais j'avais aussi compris que vous aviez dit que le C10 n'est pas autorisé. Alors, Oui, oui. Non, en fait, puis là, je me rends compte que le vert était une très mauvaise idée parce que on vous a illustré ça en vert, puis on a une légende en vert ici. Donc, je vais enlever cette image-là. Dans le fond, monsieur est dans cette zone qui est ici, qui est une zone résidentielle. On autorise 3 chambres de gîte. Ici, on a une zone mixte, la 041, qui autorise 5 chambres de gîte. Le C10 n'est pas autorisé dans cette zone-ci. Fait qu'on mais parle à pas quoi de ça cette- sert d'avoir l'autorisation d'avoir 5 chambres si le C10 n'est pas autorisé? C'est parce que c'est pas le même type d'usage exactement. Le gîte, c'est un usage associé. Ça veut dire que il y a quand même, pour avoir un gîte, finalement, le propriétaire réside aussi sur place. C'est pas la même chose qu'un C10 qui est un établissement D'accord. commercial. Fait que monsieur a sa résidence, puis il a un gîte dedans, puis il offre un certain nombre de chambres. Mais on n'est pas, mais on n'est pas dans du commercial, effectivement. C'est ça la distinction. La C10, c'est vraiment du commercial. Puis le gîte est associé au logement, donc c'est un propriétaire qui est sur les lieux, mais qui a le droit de louer des chambres. Merci. Merci. Est-ce que le gîte, c'est une forme d'hébergement collaboratif? En fait, c'est deux choses différentes, mais en fait, c'est 3 choses finalement. Là, on a le gîte, l'hébergement collaboratif, puis l'hébergement commercial, effectivement. Mais le collaboratif puis le gîte, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont associés à du logement. Fait que c'est ça Puis le gîte, il faut faire une demande ou il faut que ce soit dans la zone, dans l'usage? En fait, c'est ça. Le gîte, le gîte de base, 3 chambres est autorisé partout. Il y a certaines zones où c'est prohibé. À Montcalm, notamment, on a plusieurs zones où c'est prohibé. Il y a certaines zones où c'est contingenté en distance, où les gîtes doivent être à 100 mètres les uns des autres, là. Puis, il y a certaines zones où on autorise jusqu'à 5 chambres de gîte. Mais là, il faut vraiment mettre quelque chose dans la grille pour préciser que cette zone, on permet 5 chambres. Alors, merci. Ça ne sera pas long parce qu'on est en période de questions pour les administrateurs. Laurence, Sandrine, ça va? Alors, je comprends que vous êtes en mesure de prendre position en lien avec la demande d'opinion. Oui? Alors, il y a M. Boivin qui levait la main. Est-ce que vous souhaitez entendre, M. Boivin, est-ce que c'est un commentaire en lien? Oui?
Est-ce que vous souhaitez l'entendre? Non, allez-y, oui, Merci. rapidement, on vous écoute. Ma question brève, c'est vous avez des zones de 3 couleurs différentes. Ça n'inclut jamais des étages. Comment vous faites la distinction des zones pour les étages? Parce que vous disiez qu'on pouvait zoner par étage. Parce que vous pouvez avoir du locatif sur un étage, du commercial sur le rez-de-chaussée, puis d'avoir hôtel entre les deux. Ça ne va pas avec les couleurs? Non, non, les couleurs, c'est vraiment les usages qui sont autorisés. Donc là où le CELIS est autorisé, dans d'autres pages, on avait un petit tableau à droite où on venait mentionner que lorsque CELIS était autorisé uniquement au rez-de-chaussée ou bien à l'ensemble du bâtiment. C'est la seule différence qu'il y avait. Mais les couleurs, c'est vraiment juste est-ce que l'usage est autorisé ou non. Est-ce qu'on l'ajoute, on l'enlève? Alors, merci pour la précision sur les couleurs. Alors, voilà, donc on va procéder.